Le tout premier principe pour réussir le management de la qualité, c'est l'orientation client. Alors, je vais d'abord vous expliquer en général les sept grands principes avant d'entrer dans les détails de chacun. Alors, qu'est-ce qu'on a normalement dans un organisme? Alors, quand je dis organisme, ça peut être une entreprise, ça peut être n'importe quelle organisation qui souhaite avoir la certification ISO. Alors, quand je parle d'un organisme, qu'est-ce que je trouve généralement? Je trouve euh, la direction. Donc, vous avez le top management ou bien la direction, ceux qui dirigent, ceux qui décident, ceux qui font la planification générale. Donc, ici, je vais écrire la direction. Ou bien top management. Donc, vous avez le premier niveau. Donc, n'importe quel organisme, il a besoin de quoi? Il a besoin de dirigeants déjà, là où on va prendre les décisions, là où on va définir la stratégie, la politique de l'entreprise. Et quand je dis la politique, c'est pas juste la politique qualité, n'importe quelle politique, par exemple politique financière, politique environnementale, politique santé et sécurité. Donc c'est là où on fait la définition de comment l'entreprise va évoluer dans le temps. Quels sont ses objectifs, quelles sont ses stratégies. Encore, vous avez au niveau d'un organisme, on ne peut pas parler d'une entreprise ou bien d'un organisme sans parler de personnel, tout simplement. Donc, on ne peut pas faire fonctionner sans ressources humaines et sans personnel. Alors là, vous avez le personnel ou bien les ressources humaines de l'entreprise. D'accord? Donc, vous avez au niveau opérationnel, nous avons le personnel. C'est le personnel qui exécute tout simplement les décisions prises par le top management. Donc, le top management, lorsqu'il va définir une politique, une stratégie, une méthodologie de travail, il va définir les objectifs. Ces objectifs, ils vont être mis en place à travers le personnel et à travers les ressources humaines de l'entreprise. Puis, vous avez bien sûr un feedback. Donc, dans le sens inverse, le personnel, il va faire un feedback. Comment ce feedback va être fait? C'est à travers des demandes de ressources, des suggestions d'amélioration, c'est à travers les indicateurs de suivi des objectifs. Donc, ici, je peux écrire par exemple objectifs. Donc, le top management, il définit des objectifs et des stratégies et des politiques. Objectif qualité, politique qualité, stratégie et ainsi de suite. Le personnel va faire quoi? Il va faire l'exécution, bien sûr, de, de, de ce que le top management ou bien la direction a décidé, et puis il va faire un feedback sous forme d'indicateurs. Indicateur, ça veut dire tout simplement que chaque objectif, indicateur de suivi des objectifs, et ces indicateurs de suivi des objectifs, ils vont être par la suite analysés par la direction pour prendre de nouveaux objectifs. Donc, vous voyez, on a un circuit fermé ici. Donc, vous avez la direction, il communique les objectifs. Supposons par exemple que l'objectif c'est par exemple améliorer le, 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 le processus contrôle qualité. Donc, améliorer les objectifs du processus contrôle qualité et réduire les coûts d'obtention de la qualité. Alors, le personnel, il va passer à l'action et après un certain moment, il va communiquer des indicateurs pour que la direction puisse mesurer la réussite des objectifs ou bien de la politique. Et en se basant sur ces résultats, elle va prendre de nouvelles décisions et de nouveaux objectifs et on reste dans ce circuit fermé. Donc, c'est une boucle normalement qui est fermée. Sinon, on ne peut pas parler aussi d'un organisme sans parler donc du comment. Vous avez le personnel, c'est lui qui exécute, oui, mais il a besoin d'infrastructures, il a besoin d'une organisation de base. Une organisation, et cette organisation, il entre
déjà dans le cadre voilà, de votre assurance qualité. Donc, lorsqu'on a parlé إيه hier de l'assurance qualité, je vous ai هذا mentionné كويس. qu'il faut أنا organiser le travail بحب. sous forme de processus et sous forme donc de procédure. Donc, on a parlé de la documentation. Alors, l'entreprise, il a besoin aussi d'une organisation de ressources et une organisation de travail pour qu'il puisse atteindre les objectifs. On ne peut pas travailler aléatoirement. Donc ça, c'est de notre côté. Puis, vous avez l'autre niveau, c'est la relation avec, parce que ça, c'est juste l'organisme. Donc ça, je peux par exemple représenter l'organisme de telle sorte. Donc ici, par exemple, c'est l'organisme. Tout ce qui est dedans, c'est l'organisme. Mais l'organisme est là des relations avec le milieu externe. Proprement, donc, ou bien forcément, nous avons des clients, d'accord? Et nous avons d'autres parties intéressées. Nous avons les clients, nous avons d'autres parties intéressées, tout simplement, comme les fournisseurs, comme euh, toute autre partie, les prestataires de services, et ainsi de suite. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une relation tout simplement entre l'entreprise, entre ses clients et entre ses parties intéressées, dans les deux sens. Donc, des relations qui vont dans les deux sens, un changement, communication, exigence. Alors, les sept grands principes management de l'équité, ils agissent sur ces niveaux. Chacun des sept grands principes, il va renforcer le travail sur un certain niveau pour que ça soit un travail qualitatif. Commençons par la relation avec le client. Donc, l'entreprise tout entière ou bien l'organisme, il a une relation avec ses clients. Les clients, ils communiquent quoi à l'entreprise? Ils vont communiquer leurs besoins, leurs attentes, leurs exigences. Donc, je peux écrire ici exigence, tout simplement. Exigence au client. Vous avez un ensemble d'exigences que le client va communiquer tout simplement. Lorsque je parle d'exigences, je parle des besoins et des attentes, les spécifications techniques du produit, ainsi de suite. Il va aussi communiquer, par exemple, des demandes de devis. Je vais demander un devis pour un certain prix ou bien un certain service. Je peux aussi communiquer comme étant client une réclamation, d'accord? Je peux communiquer vers l'entreprise, par exemple, je passe des commandes, alors vous avez un feedback entre le client et l'entreprise, un échange plutôt entre le client et l'entreprise. L'entreprise, il va communiquer, par exemple, les produits ou bien les services selon les commandes de clients et ainsi de suite. Alors, une relation client-entreprise, qui est le pilier ou bien le fondement de toute la démarche qualité. Dès le début de la formation, nous avons parlé de la satisfaction client. Alors, cette satisfaction client, c'est un pilier, euh, ou plutôt c'est un objectif ultime de toute la démarche qualité et on ne peut pas atteindre la satisfaction client sans une orientation client. Ça veut dire quoi l'orientation client? Un management de la relation entre le client et l'entreprise, l'écoute du client, la compréhension du besoin du client. Alors, comme responsable qualité, je vais faire quoi? Je vais tout simplement créer des processus, des procédures, et on va voir des exemples qui vont aider l'entreprise à organiser la relation client-entreprise. Écouter le client, écouter les besoins clients, comprendre les exigences et anticiper aussi les besoins futurs de notre client. Et c'est ça l'objectif du premier principe qui est l'orientation client. Maintenant, j'ai bien géré la relation client-entreprise. Ça veut dire j'ai une bonne orientation client et tout. Euh, la prise de décision, nous avons dit que la direction, il prend des décisions. Alors, les décisions, ils vont être exécutées. Ça veut dire que toute euh, décision prise au niveau du management, du top management, il va être exécutée et ça veut dire que si la décision n'est pas bien prise,
le fonctionnement de l'entreprise, il va être, euh, voilà, euh, non qualitatif. Alors, pour prendre n'importe quelle décision, la démarche qualité repose sur le principe prise de décision fondée sur des preuves. Alors, j'ai dit que le premier principe, c'est l'orientation client. Alors, je vais les écrire avec une autre couleur. Orientation client. Puis, et pour le niveau prise de décision, nous avons la prise de décision fondée sur des... C'est quoi la prise de décision fondée sur des preuves? C'est tout simplement un principe qui vous dit que n'importe quelle décision va être prise, il doit reposer sur des faits réels et tangibles. Par exemple, les indicateurs qualité, notamment euh, le top management a, euh, ou bien plutôt nous avons un fournisseur qui nous livre une matière première depuis des années. Ça veut dire depuis, par exemple, 2016, on a un fournisseur qui nous livre une matière première, d'accord? On a une procédure de suivi et de l'évaluation de ce fournisseur. Et cette procédure ou bien ce document, pour l'évaluation de ce fournisseur, je vous ai communiqué un exemple de procédure d'évaluation de fournisseur avec un fichier. Donc, ce fichier, par exemple, il contient les différentes exigences que ce fournisseur doit satisfaire sur les délais de livraison, la qualité, par exemple, de la matière fournie, et ainsi de suite. Avec le temps, on a commencé, ou bien plutôt, on a suivi euh, la qualité de la matière et le respect des délais de livraison. Ce sont des indicateurs qui reflètent euh, et la qualité de ce fournisseur. Ça veut dire, tant que ce fournisseur, ou bien plutôt, tant que ce fournisseur nous offre une matière première qualitative et il respecte ses délais de livraison, aucune décision ne va être prise, donc on ne va pas changer le fournisseur. Dès que on commence à voir qu'il y a une dégradation de la qualité avec le temps ou bien un non-respect des délais de livraison, alors la direction, il va reposer sur ces faits, sur ces indicateurs et ces résultats pour prendre une décision, que ce soit changer le fournisseur, chercher d'autres fournisseurs, communiquer avec le fournisseur pour savoir c'est quoi le problème et trouver des solutions entre nous, faire des réunions. Donc la direction ne va pas prendre une décision sans preuve tangible derrière. Pas parce qu'on est sur le top management qu'on va prendre n'importe quelle décision. Et pareil pour toute autre décision qui va être prise. Par exemple, vous, comme responsable de qualité, vous ne pouvez pas changer n'importe quel processus ou bien n'importe quelle méthode de travail sans fait tangible derrière. Ça veut dire j'ai des preuves et à la base de ces preuves, j'ai pris cette décision. Comme ça, les décisions vont être qualitatives, ils vont être précises et on ne va pas prendre les risques parce que quand je parle de prise de décision, quand je parle d'une modification ou bien d'un changement, que ce soit au niveau de l'organisation ou bien au niveau de n'importe quel processus, je suis en train de prendre le risque. Donc, pour éviter les risques négatifs, il faut toujours reposer sur des faits tangibles et réels. Par exemple, on va recruter des contrôleurs qualité. On a par exemple une équipe de 4 contrôleurs. On va recruter 2 autres contrôleurs. Le risque, c'est quoi? C'est qu'on va dépenser plus d'argent, bien sûr, pour les salaires des 2 nouveaux contrôleurs. Mais si j'ai déjà dans l'historique des données qui reflètent une insuffisance de l'effectif humain en termes d'équipe contrôleur qualité, alors j'ai une preuve qui justifie, donc c'est une sorte de justification pour recruter de nouvelles compétences. Et n'importe quelle autre décision va être faite comme ça. Vous voyez que c'est un autre principe très important pour garantir la qualité du travail, surtout la qualité de la prise de décision.
Alors, une fois on a pris une bonne décision, on va l'exécuter. Alors, qui exécute? Par exemple, si la décision c'est de recruter deux contrôleurs qualité de plus, qui va faire le recrutement, c'est les gens ou bien le responsable RH et le personnel qui est dans le responsable RH. Alors, l'exécution des décisions, il est fait par le personnel interne. Alors déjà, je pose la question, ce personnel, est-ce qu'il est bien impliqué? Est-ce qu'il comprend bien la démarche? Alors, l'autre principe, le troisième principe, c'est l'implication du personnel. Alors, euh, puisque c'est le personnel qui exécute, alors le personnel doit être impliqué. Et quand je parle de l'implication du personnel, c'est bien sûr développer les compétences du personnel, motiver le personnel, former le personnel pour tout simplement avoir des ressources humaines qualifiées et qui comprennent aussi leur contribution au niveau du système qualité tout entier. Donc, l'implication du personnel, parce que le personnel, c'est lui qui exécute. Et puis, puisque le personnel, il exécute, il a besoin d'un environnement bien organisé et bien, voilà, donc un environnement qui lui facilite tout simplement l'exécution de ces tâches. Alors, on va parler de l'organisation des ressources humaines et des autres ressources financières et ainsi de suite. Alors, le niveau organisation, c'est le principe tout simplement approche processus. Le quatrième principe, c'est le principe approche-processus. Donc, vous voyez, il y a un principe qui gère la relation client, un principe qui gère la prise de décision au niveau de l'entreprise, un principe qui a comme objectif l'implication du personnel et le développement des compétences du personnel, et on a un principe qui gère l'organisation. Alors, l'approche processus, c'est ce que je viens de vous mentionner hier lorsqu'on a consulté le- l'exemple de fiche d'identité du processus logistique. C'est ça l'approche processus, c'est le fait de modéliser, on va voir ça en détail, c'est le fait de modéliser votre entreprise et schématiser votre entreprise pour faciliter le travail. Comme ça, le personnel qui va exécuter, qui va faire tout simplement la partie opérationnelle, qui va réaliser la partie opérationnelle et les autres processus support et les processus management. Donc, on va travailler dans un environnement organisé, ce qui va augmenter et favoriser la qualité. Donc, ça va augmenter la qualité au niveau de l'entreprise. Donc, maintenant, ces quatre principes. On a de l'autre côté, comme j'ai dit, on a la relation avec les clients, mais on a aussi la relation avec les autres parties intéressées. Donc, les autres parties intéressées, comme les fournisseurs, les banquiers, les investisseurs, la commune, par exemple, la communauté locale, euh, toutes les parties qui ont une relation avec l'organisme ou bien avec l'entreprise. Il nécessite aussi une gestion de la relation. Donc, ici, nous avons le cinquième principe, c'est le management. C'est le management des relations avec les parties intéressées. Ça veut dire, on a bien sûr une orientation client, ça c'est clair, mais pour le reste des entités ou bien des personnes qui ont une relation avec l'entreprise, on doit gérer la relation. Comment ça gérer la relation? Je vous donne par exemple l'exemple du fournisseur. On a besoin d'une communication avec les fournisseurs, on a besoin d'un contact, on a besoin d'une organisation, par exemple, voilà, euh, en termes de communication, en termes d'échange, en termes quelles sont les informations dont on aura besoin, les exigences, la sélection, l'évaluation de fournisseurs. Donc, tout ça, c'est une sorte de management des relations avec les parties intéressées. On a d'autres parties, par exemple, l'État ou bien le côté réglementation. Les entités réglementaires, c'est une partie intéressée.
Donc, on a besoin d'une veille réglementaire pour toujours surveiller les nouveautés réglementaires. Donc, on a besoin tout simplement d'appliquer le principe management des relations avec les parties intéressées pour toujours garder un œil sur la relation avec le milieu externe, autre que le client, parce qu'il n'y a pas juste le client, il y a d'autres parties intéressées que nous devons prendre en considération et que nous devons manager et gestionner. Donc, jusqu'à présent, ce sont 5 principes. Il reste 2 principes. Le principe amélioration. C'est quoi le principe amélioration? C'est une fois j'ai mis en place tout ça, j'ai surveillé la mise en place de tous ces principes, je vais faire quoi? Je vais tout simplement améliorer ce que j'ai fait. Donc, avec le temps, j'améliore quoi? L'amélioration, tous les éléments de votre système de management ont sujet d'une amélioration. J'améliore la prise de décision, j'améliore l'implication du personnel, j'améliore mon approche processus, je peux toujours effectuer des modifications pour s'améliorer. L'orientation client, je peux l'améliorer. Donc, le principe amélioration, c'est pour vous dire que ce que vous allez mettre en place comme système de management ne reste pas toujours comme il est. Donc, c'est sujet d'une amélioration continue avec le temps afin tout simplement de suivre les évolutions. Donc, vous avez le milieu externe, il évolue, le marché, il évolue, l'entreprise, elle évolue. Euh, Dans le temps, par exemple, on va commencer de nouvelles activités, on va lancer de nouveaux projets ou bien de nouveaux produits. Donc, on a une évolution interne, une évolution externe. Donc, logiquement, il ne faut pas rester figé, il faut une amélioration continue. Donc, l'amélioration, c'est le principe qui va vous garder toute l'entreprise en évolution et tout le système de management va être en évolution. Alors, vous avez l'orientation client, l'implication du personnel, l'approche processus, la prise de décision fondée sur des preuves et le management des relations avec les parties intéressées. On va commencer d'abord par l'orientation client pour comprendre comment peut-on interpréter donc euh, ces principes, ou bien ce premier principe d'abord. Pardon? Alors, j'aimerais bien vous éclaircir un petit point, c'est que pour l'approche processus, au début, donc avant 2015, il y avait 8 principes. On a eu un principe de plus. Vous avez l'approche processus avec l'approche factuelle. Donc, aujourd'hui, on ne parle plus de l'approche factuelle, ou bien de l'approche système, pardon. Aujourd'hui, on parle de l'approche processus tout simplement. Lorsqu'on va attaquer la démarche de l'approche processus, ça veut dire comment l'approche processus se réalise. Je vais vous expliquer quelle est la différence entre l'approche système et l'approche processus, mais j'aimerais juste mettre l'accent sur le fait que aujourd'hui, il n'y a plus d'approche système, on n'utilise que l'approche processus. Donc, si vous avez déjà un système ou bien plutôt une assurance qualité, vous avez déjà commencé l'assurance qualité, c'est que vous avez déjà commencé à instaurer l'approche processus, mais il faut bien sûr compléter avec autre chose qu'on va voir par la suite. L'autre principe, le septième, parce qu'on a 7 grands principes, c'est le leadership tout simplement ou bien ce qu'on appelle également la responsabilité de la direction. Ça veut dire que la direction est là des responsabilités qu'il faut démontrer. La fourniture des ressources, le suivi du système qualité tout entier. Donc, on va voir en quoi consiste la responsabilité de la direction au fur et à mesure avec donc l'évolution de notre cours. Alors, c'est bon. Donc, on peut passer maintenant au premier principe pour voir comment interpréter ce principe. Alors, lorsqu'on parle de l'orientation client, généralement, l'orientation client commence par le développement d'une stratégie client.
Alors, le développement d'une stratégie client, il se fait à travers la création tout simplement d'un processus que vous pouvez appeler marketing ou bien communication ou bien une procédure qui va être intégrée dans le processus commercial comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous devez, dans l'entreprise, donc comme responsable qualité, la première chose que je dois investiguer, est-ce qu'on a une stratégie interne orientée vers le client. Donc, d'après Pepper et Roger, qui sont donc des chercheurs dans le domaine de tout ce qui est donc relations clients, marketing et ainsi de suite, on a des piliers sur lesquels toute la démarche orientation client repose. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Comme ça, vous allez comprendre quelle est la démarche que vous allez suivre pour votre système, ou bien plutôt pour la partie orientation client. Euh, Pardon, un petit moment. D'accord, donc je reviens vers la présentation. Alors, j'aimerais bien éclaircir un petit point, c'est que les principes de management de la qualité, ou bien même les exigences de la norme, si vous voulez, il faut les comprendre, il faut comprendre comment les interpréter, mais pas forcément que le responsable qualité, c'est lui qui va exécuter directement. Donc, c'est très important de le comprendre. Quand je parle du principe orientation client, par exemple, il y a des choses que le responsable qualité va faire lui-même ou bien son équipe qualité, mais il y a aussi des choses qui vont être faites grâce à un service qui est bien destiné. Mais ça n'empêche pas que le responsable qualité doit comprendre ce qu'il faut faire. Il doit savoir ce qu'il faut faire et quelles sont les démarches à suivre. Donc, vous avez d'abord le développement d'une stratégie client. Il commence par l'analyse du besoin client, la compréhension du client et la compréhension des besoins clients. C'est-à-dire quoi? Même au niveau de la norme, on va voir au niveau chapitre 4, le point bien spécifiquement 4.2, on vous parle de la compréhension des besoins des parties intéressées. Et parmi les parties intéressées les plus importantes, c'est le client. Donc, dans le cadre de la qualité, la partie intéressée centralisée, c'est le client. Alors, il faut analyser le besoin client. Comment analyser le besoin client? C'est grâce à, donc, par exemple, la mise en place de certaines procédures d'écoute client, comme les sondages d'avis, comme les enquêtes de satisfaction client, et comme aussi, par exemple, dans le cadre d'une étude de marché, notamment, on va recueillir ce qu'attend le client. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre ce qu'attend le client, d'analyser le besoin client. Vous avez analyser le besoin client et puis agir pour ce besoin client, bien plutôt répondre aux besoins clients. Donc, au niveau de votre système de management de la qualité, il faut analyser, comprendre les différents clients, comprendre leurs besoins et leurs attentes et bien sûr élaborer dans votre plan d'action qualité, voir, il faut élaborer un plan d'action pour répondre aux différents besoins de vos clients. Alors, l'analyse du besoin client commence d'abord par l'identification de ce besoin, ou bien plutôt l'identification d'abord des clients. Donc, les clients, par exemple, ils peuvent être une entreprise, des entreprises, donc selon le cas de votre, selon votre organisme. Par exemple, moi, je fournis des pièces semi-finies pour euh, d'autres entreprises. Donc, je fournis des pièces semi-finies et
mes clients, ils utilisent ces pièces semi-finies comme étant une matière première pour concevoir de nouveaux produits. Donc ça, c'est de un. De deux, vous avez donc l'identification d'abord des clients et puis l'identification de leurs besoins. Ça veut dire, je dois analyser et recueillir ce qu'attend le client de l'entreprise. Il attend, par exemple, un service après-vente. Il attend notamment un service pour traiter ses réclamations, une réactivité, une rapidité pour le traitement notamment des commandes et ainsi de suite. Donc, il faut identifier les clients d'abord, les catégoriser et puis pour chaque catégorie de clients, il faut identifier leurs besoins et leurs attentes. Et quand je parle de besoins et d'attentes, c'est pas juste comme pour le contrôle qualité. Dans le contrôle qualité, on se focalise sur les besoins et les attentes matérielles, ça veut dire les spécifications techniques des produits ou bien des services. Mais au niveau d'une démarche générale d'écoute client, il y a d'autres besoins, d'autres exigences que le client va exprimer, que ce soit dans le contrat qu'on va signer ou bien dans un cahier de charge. L'essentiel, il y a des besoins, par exemple, en ce qui concerne le service qui accompagne le produit. Donc, il faut comprendre le besoin client. Donc, identifier les clients avec le niveau de détail le plus fin possible. Je ne parle pas uniquement, par exemple, d'avoir une base de données dans laquelle vous avez les noms, les adresses. Donc, c'est pas juste le portefeuille client ou bien euh, voilà le chiffre d'affaires et tout ça. Mais je parle surtout de la compréhension euh, des attentes clients pour le moment et la possibilité d'anticiper ces attentes clients dans le futur. Donc, identifier et puis différencier. C'est une sorte de personnalisation du besoin client. Je vous donne un exemple très simple. Dans le cas, par exemple, d'un cabinet de formation, on fait des formations pour les particuliers, les individus, comme on fait des formations pour les entreprises. Alors, pour les individus, par exemple, on peut faire un module de formation qui est général. Mais pour une entreprise, il faut personnaliser donc le besoin. Pourquoi? Parce que normalement, dans un groupe d'individus, on a plusieurs personnes et le domaine professionnel ou bien le background professionnel de chacun, donc on a un groupe qui n'est pas homogène. Donc on cherche à généraliser plus que possible pour que tout le monde puisse comprendre et appliquer ça selon son domaine d'exercice. Mais pour une entreprise, il y a déjà un domaine bien spécifique, il y a déjà une orientation spécifique, il faut personnaliser le besoin ou bien plutôt le produit ou bien le service. Pour faire par exemple une formation qualité dans le domaine des laboratoires d'analyse médicale ou bien dans le domaine de l'automobile ou bien donc vous avez des différenciations. Alors différencier revient à comprendre euh, les clients un par un ou bien catégorie par catégorie parce que c'est pas toujours faisable et c'est pas toujours possible d'analyser le besoin de chacun des clients. On peut par exemple catégoriser notamment, on a selon voilà, les tranches d'âge. Si par exemple mon entreprise fabrique un certain produit qui est destiné au consommateur final, je ne peux pas communiquer avec chaque consommateur et comprendre ses besoins, mais c'est par exemple selon la tranche d'âge, selon aussi les habitudes de consommation, et études de marché sur ce qui s'étale sur les 2 années par exemple précédentes, et ainsi de suite. Alors différencier, et puis vous avez agir, ça veut dire interagir avec le client et customiser, ou bien plutôt customiser, pardon, le besoin client. Tout simplement, c'est avoir un échange entre le client et l'entreprise. Il y a notamment aujourd'hui, on parle pour customiser par exemple la relation client, le client, il peut toujours visiter les locaux de votre entreprise. Je parle ici des clients dans le cadre d'autres entreprises. Donc une entreprise dont les clients sont d'autres entreprises, qui fait par exemple la prestation de services pour d'autres entreprises. Alors on peut faire des audits, seconde partie.
Ça veut dire mon client, il peut me visiter sur mes locaux de l'entreprise et s'assurer de la qualité du travail et de la qualité donc de la prestation ou bien du produit qui va être fourni. Donc agir, ça revient tout simplement à créer un plan d'action qui répond aux besoins initiaux de votre client. Donc ça, c'est en général la démarche de l'orientation client. Ça commence par l'écoute client déjà, écouter le client, analyser le besoin client et puis répondre à ce besoin. Alors, dans votre système qualité, vous aurez forcément une procédure écoute client, une procédure orientation client. Vous pouvez la nommer comme vous voulez, mais une procédure qui explique donc la relation client-entreprise. Alors, avant de passer à ça, je vais vous expliquer davantage comment ça se passe. Donc, vous avez votre client. Donc, ça, c'est le client. Donc l'ensemble des clients de l'entreprise, et on va mettre en place une démarche orientation client dans le cadre de mise en place d'un système de management de la qualité. Alors, cette démarche d'orientation client commence, comme j'ai expliqué tout à l'heure, par l'écoute client. L'écoute client, ça veut dire comprendre les besoins clients tout simplement. Donc, je vais écrire ici, écoute client, ça veut dire que c'est l'étape avant fourniture de services ou bien avant conception de produits pour ce client. Donc, ici, c'est l'étape avant. Ça veut dire le client, il est encore ciblé. Ce n'est pas un client fidèle ou bien ce n'est pas encore un client de l'entreprise. Donc, on le cible. C'est un prospect tout simplement. Alors, l'écoute client revient à comprendre les besoins clients. Donc, quelles sont les démarches que vous devez mettre en place dans ce cas? D'abord, par exemple, je vais donner, c'est pas donc tout qui existe, mais des exemples pratiques et qu'on utilise généralement. Par exemple, une procédure, vous devez avoir une procédure d'enquête client, d'enquête de satisfaction, notamment annuellement, une fois par année, ou bien selon donc une fréquence bien déterminée. Le département marketing ou bien commercial, il va mener une enquête client de satisfaction client qui va nous permettre de calculer l'indicateur de satisfaction client, indicateur de satisfaction client. Et cet indicateur, il va nous refléter le niveau de satisfaction des clients. Donc, cet indicateur, bien sûr, il est suivi dans le tableur qualité avec d'autres, bien sûr, voilà, indicateurs qu'on va voir par la suite. Donc, parmi les indicateurs qu'on peut trouver dans un système qualité, c'est celui qui reflète la satisfaction client euh, à travers un sondage d'avis ou bien une enquête de satisfaction et ainsi de suite. Cette enquête de satisfaction, je peux la placer, pardon, ici, parce que ça, c'est après le service ou bien ça veut dire que le client a déjà euh, utilisé notre produit ou bien a déjà euh, bénéficié de notre service. Donc ça, c'est l'étape après. Une procédure d'enquête de satisfaction avec bien sûr tous les détails qui vont avec, le calcul de l'indicateur de satisfaction client et ça, c'est un indicateur qui va être utilisé pour la prise de décision. Rappelez-vous, la prise de décision fondée sur des preuves, ça veut dire que la direction, grâce aux résultats et au suivi de l'indicateur de satisfaction client, il va prendre de nouvelles décisions. Si le client n'est pas satisfait, il va prendre de nouvelles décisions, fixer de nouveaux objectifs, faire des modifications qui vont être exécutées par le personnel. Après, on va refaire l'enquête de satisfaction, il va remesurer
l'indicateur de satisfaction, communiquer les résultats à travers le tableau de bord pour la direction qui va prendre de nouveaux objectifs et on reste toujours dans ce circuit fermé. Euh, pour l'écoute client, vous avez ici, donc de l'autre côté, notamment les visites clients. On planifie par exemple des visites clients. Donc, on visite les clients, on visite les prospects pour communiquer avec eux. On a par exemple un registre. Vous pouvez avoir un registre interne des exigences clients. On va consulter par la suite un exemple, ce qu'on appelle Client Specific Requirements. Ça veut dire les besoins spécifiques des clients. C'est un registre interne dans lequel vous allez énumérer tous les besoins clients, d'accord? Et toutes les exigences que l'entreprise doit surveiller. Comment les savoir? Tout simplement en consultant les cahiers de charges, en faisant des visites clients et aussi donc en faisant par exemple des réunions avec les clients, des sondages d'avis, des études de marché et ainsi de suite. Donc, il y a énormément, bien sûr, d'outils que vous pouvez suivre pour comprendre ce qu'attend votre client de votre entreprise. De l'autre côté, une fois le client, par exemple, a utilisé votre produit ou bien a fait appel à votre service, vous avez calculé l'indicateur de sa satisfaction, ça c'est sur l'échelle globale, mais les clients, d'une façon particulière, ils peuvent être soit satisfaits, soit non satisfaits. Ça veut dire le client, il peut toujours avoir des réclamations. Donc, en cas de non-satisfaction, il faut que l'entreprise ait une procédure de traitement des réclamations. Ça aussi dans le cadre de votre processus, ou bien plutôt dans le cadre de votre système de management de la qualité. C'est important d'avoir une procédure de traitement de réclamation. Donc, une fois le client nous contacte et qu'il n'est pas content, il faut savoir comment traiter cette réclamation, comment valider la réclamation, comment rembourser le client ou bien comment tout simplement trouver une solution amicalement avec le client. Vous avez également un service, par exemple, après-vente, SAV. Donc, le service après-vente pour gérer tout ce qui est garantie, tout ce qui est donc, pour que le client soit toujours satisfait, et ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs moyens pour communiquer avec votre client. Alors, vous pouvez, dans le cadre de votre démarche de certification ISO 9001, créer tout simplement tout un processus destiné au marketing et relations clients, la gestion de la relation client, dans lequel vous allez intégrer ces différents documents, ces différents donc, outils pour s'orienter vers votre client. La norme, il ne vous impose pas les enquêtes, il ne vous impose pas les procédures. Donc, la norme, il vous dit qu'il faut s'orienter vers le client tout simplement, c'est le principe. Mais comment l'interpréter, ça reste quelque chose spécifique à chaque entreprise. Je viens de vous montrer juste quelques exemples. Alors, il faut identifier, comme j'ai dit, les clients directs et indirects pour lesquels l'organisme est créateur de valeur. Par exemple, avoir un portefeuille client ou bien un registre interne client. C'est le service commercial tout simplement. Euh, c'est une liste qui contient tous les clients actuels de l'entreprise, mais comme j'ai dit, dans le cadre d'une démarche de qualité, il ne suffit pas d'avoir un portefeuille client. Chaque entreprise a un portefeuille client. C'est dans le cadre de son service commercial. Mais votre objectif à vous, c'est de communiquer avec chaque client à travers le service commercial et de comprendre leurs besoins et avoir un registre interne qui résume tous les besoins clients et toutes les attentes clients. Donc, votre objectif, ce sont les besoins et les attentes clients. Comme ça, vous allez les intégrer dans votre plan d'action qualité. D'accord?
Voilà. Une fois vous avez une liste des clients, vous pouvez demander ça, par exemple, au service commercial pour savoir quels sont déjà les clients de l'entreprise et quelles sont les catégories de clients de l'entreprise. Par la suite, vous allez faire des efforts pour comprendre leurs besoins et leurs attentes. Écouter le client, ça veut dire collecter et évaluer les écarts entre les attentes clients et les produits ou bien les services proposés. Tout simplement, vous pouvez, dans un premier lieu, avoir une checklist qui contient les différentes exigences clients, exigences en termes, par exemple, du produit lui-même, du service lui-même, ou bien d'autres exigences en relation avec le service de livraison, le traitement des réclamations et ainsi de suite. Et vous allez mesurer les écarts. Donc, n'importe quelle démarche qui existe, il faut savoir là où on est, ça veut dire au moment présent, je suis où? Est-ce que mon client est satisfait ou pas? Donc, je calcule l'indice de satisfaction client, je fais des enquêtes, je comprends maintenant, donc le client, est-ce qu'il est satisfait ou pas? Et puis, je propose, ou bien plutôt, je mesure l'écart entre ce qu'attend le client et entre la situation actuelle. Donc, généralement, vous avez, dans la démarche qualité, elle repose sur ça. Vous avez euh, donc les attentes clients, vous avez la situation actuelle et vous avez un écart entre les deux. Donc, vous avez un vide, vous avez un écart entre les deux. Donc, notre objectif, c'est de minimiser cet écart ou bien de le supprimer carrément. Alors, comment et à travers quels moyens on va minimiser les écarts? À travers un plan d'action qualité qu'on va élaborer grâce par la suite à l'ISO 9001. Donc ici, pardon, d'accord, pas de souci, ça se bloque. Voilà. Donc à travers la démarche qualité. Donc grâce à la démarche qualité, donc ici, démarche qualité, j'arriverai à minimiser les écarts. Vous avez la situation actuelle et les attentes clients. Ce qu'attend le client, ce sont donc les objectifs. Donc l'objectif, c'est la satisfaction des attentes clients. Alors, le fait de faire un diagnostic et de mesurer l'écart, il va me permettre d'élaborer tout simplement, euh, euh, donc, euh, d'élaborer un plan d'action qui va répondre aux attentes clients et qui va faire évaluer la situation actuelle vers la situation souhaitée. Et c'est l'objectif de toute la démarche qualité d'ailleurs. Donc, c'est l'objectif de la démarche qualité tout entière. Alors, collecter et évaluer les écarts, ça veut dire faire un diagnostic entre la situation actuelle et la situation souhaitée, analyser ses attentes et besoins, donc il faut les comprendre, il faut comprendre les besoins clients et comment répondre aux besoins clients, évoluer le niveau de satisfaction, ça veut dire tout simplement euh, mettre en place votre plan d'action pour arriver à la situation souhaitable et traiter les réclamations aussi, c'est très important dans la relation client-entreprise. Et puisqu'on parle du traitement de réclamation, on va jeter un coup d'œil sur une procédure de traitement de réclamation. Alors avant, je vais vous montrer d'abord une fiche d'autodiagnostic rapidement. Donc, on ne va pas faire une lecture, mais juste pour illustrer donc, ce que je viens de vous dire. Donc, vous voyez que lorsqu'on a traité l'assurance qualité, on a déjà commencé à élaborer quelques procédures, quelques documents. Mais pour évoluer vers le management de la qualité, il y a d'autres choses à instaurer. Par exemple, la partie écoute client et orientation client, il va venir avec d'autres démarches, d'autres documents
Donc, c'est un renforcement de l'assurance qualité en plus. Par exemple, ici, vous avez une fiche d'autodiagnostic que vous pouvez utiliser pour mesurer la situation actuelle, pour savoir quelle est la situation actuelle. Vous posez des questions, par exemple, ici, quels sont vos clients? Quelles sont les attentes de vos clients? Donc, grâce à ces fiches, vous pouvez remplir votre registre de suivi des besoins clients. Quelles sont les priorités de votre direction déjà? C'est-à-dire actuellement, vous travaillez sur quoi? Quelle est votre politique interne qualité, euh, surtout pour le côté client, la relation, la gestion de la relation client. Par exemple, euh, sur quoi l'entreprise souhaite travailler davantage, euh, ce qu'elle veut voir changer, ce qu'elle désire améliorer. Vos clients aussi, est-ce qu'ils sont satisfaits ou bien très satisfaits? Donc, bien sûr, ici, toujours la prise de décision fondée sur des preuves. Lorsque je vais mettre une réponse ici, un pourcentage ou bien satisfait, non satisfait, il faut avoir des preuves. Et les preuves, ce sont les résultats des enquêtes de satisfaction, tout simplement. Vos clients sont satisfaits, insatisfaits et ainsi de suite. Le taux de fidélisation, donc ce sont des indicateurs associés au processus commercial. Donc ça veut dire que ce n'est pas vous qui va réaliser les enquêtes de satisfaction, bien sûr. Donc vous avez tout un service pour ça, mais si vous n'avez pas encore créé un service ou bien vous n'avez pas encore instauré ces pratiques, c'est le responsable qualité qui va commencer dans ces démarches. Vous avez plusieurs questions que vous pouvez utiliser, par exemple, pour voir et mesurer votre niveau actuel vis-à-vis des besoins clients et de la satisfaction client. Par exemple, est-ce qu'il existe un service de traitement de réclamation? Est-ce qu'il y a une procédure, par exemple, de traitement de réclamation? Et ainsi de suite. Puis vous avez votre attitude vis-à-vis de votre client. Encore une fois, vous avez un ensemble de questions à poser. Donc, c'est un autodiagnostic interne et cette fiche, je vais la communiquer dans le groupe. Tout simplement, c'est une proposition, tout simplement, de fiche d'autodiagnostic que vous pouvez utiliser pour mesurer la situation actuelle. Et puis, grâce aux enquêtes de satisfaction, vous allez mesurer la situation que vous souhaitez atteindre. Ça veut dire qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce que donc le client attend de l'entreprise. Alors, la fiche de diagnostic, c'est votre situation actuelle. Puis, vous avez ce que souhaite votre client à travers une enquête, pardon, donc le partage s'est arrêté, à travers une enquête de satisfaction client. Et puis, vous comparez votre situation actuelle avec les résultats de l'enquête de satisfaction. Vous comparez tout simplement. Ici, c'est juste un modèle, bien sûr, d'enquête de satisfaction. Il n'y a pas quelque chose de figé. Et généralement, aujourd'hui, euh, on fait ça, par exemple, des sondages d'avis sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, vous devez créer un service pour ça, service marketing notamment. Voilà, donc quelques questions concernant par exemple l'accueil téléphonique. Si votre service englobe un accueil téléphonique, concernant les devis, concernant par exemple les produits, vous avez ici nos produits, est-ce qu'ils répondent à vos besoins, qualité globale de nos produits, respect des engagements de livraison, documentation jointe aux produits. Donc ça dépend de la nature de votre service ou bien de votre produit. Donc les questions que vous allez posées, ils dépendent de ce que vous faites, vous, en interne de l'entreprise. Voilà, vous avez ici un modèle. Et puis, comme j'ai dit, vous devez prévoir une procédure pour le traitement des réclamations. Si vous avez déjà ces 3 points, ça veut dire que vous êtes déjà sur la bonne voie pour tout ce qui est orientation client. Donc, trois points importants qui sont indispensables. Un outil pour faire un autodiagnostic. Vous pouvez choisir n'importe quel outil que vous voyez
donc convenable, un outil pour mesurer la satisfaction, des enquêtes ou bien autres, comme vous voulez. Vous pouvez par exemple vous reposer sur un autre indicateur comme la part du marché. Donc la part du marché, il reflète euh, voilà, votre capacité à attirer plus de clients et à fidéliser vos clients. Donc, c'est aussi un indicateur que vous pouvez utiliser. Et puis, vous avez le troisième point, c'est le traitement de réclamation. Par exemple, ici, euh, une procédure de traitement de réclamation. D'autres exemples seront partagés dans le groupe. Donc, prendre chaque réclamation au sérieux, identifier la personne, par exemple, qui se plaint, ou bien l'entreprise. Si votre client, c'est une autre entreprise. Le produit ou bien le service précis concerné, l'objet de la réclamation, soi-même auprès du client. Et une autre chose importante, c'est que les résultats des réclamations clients, ils peuvent être utilisés aussi comme indicateurs. Notamment, vous avez le taux de réclamation client, c'est un indicateur que vous pouvez calculer. Quand je dis le taux de réclamation client, ça veut dire le nombre de réclamations par rapport reçu par rapport au nombre total des commandes ou bien des livraisons. Si j'ai livré, par exemple, pendant ce mois 15 commandes, je dis n'importe quoi, hein, donc juste un exemple, et on a 5 réclamations sur 15. Ça veut dire 5 clients qui réclament sur 15. Ça, c'est un indicateur important qui reflète la qualité de votre service ou bien de votre produit. Le taux de réclamation client, le nombre de réclamations, par exemple, par mois aussi ou bien par année, comme vous voulez. Donc, ce sont aussi des indicateurs de suivi de la satisfaction client. Vous pouvez, par exemple, dans votre politique qualité, définir un objectif, réduire les réclamations clients euh, à la moitié. Si, par exemple, l'année dernière, j'ai eu 10 réclamations, alors pour l'année prochaine, on souhaite dans l'entreprise réduire le nombre de réclamations jusqu'à 5 et puis, par exemple, de n'avoir aucune réclamation client. Donc, grâce aux indicateurs, vous pouvez prendre des décisions d'amélioration. Euh, Reformuler ce qui a été compris. Ça veut dire, donc, une fois que vous avez recueilli la réclamation, vous la reformuler pour qu'il soit clair, proposer une action à entreprendre. Donc, quand je dis proposer une action, généralement, dans le cadre de traitement de réclamation, on a d'abord une correction directe. Ça veut dire le client vous appelle, il a reçu une commande erronée, par exemple, termes de nombre, ou bien il représente des défauts qualité, et ainsi de suite. Alors, vous devez trouver d'abord une solution pour le problème, proprement dit, une- la réactivité. Donc, trouver une solution pour le moment. Et puis, trouver une solution dans le futur. Donc, on parle ici de correction et d'action corrective. La correction, c'est tout simplement trouver une solution immédiate pour que le client soit satisfait de nouveau. Remboursement. Vous envoyez par exemple un technicien, donc c'est le service après-vente pour trouver une solution, ou bien vous changez la commande, comme vous voulez, donc des corrections. Et puis, il faut penser aux actions correctives. Alors, les actions correctives, c'est qu'est-ce que l'entreprise doit faire comme action pour éviter ce type de problème dans le futur. Donc, une action qui va éradiquer la source de ce problème. Alors, logiquement, il faut avoir un registre interne dans ce cas. Donc, le responsable qualité va, par exemple, concevoir un registre interne, Excel ou bien suivant un logiciel, dans lequel il va euh, inscrire les différentes non-conformités ou bien les différents problèmes ou bien les différentes causes d'insatisfaction client.
Donc, les causes d'insatisfaction ou bien les causes de réclamation, tout simplement. Donc, les causes de réclamation client. Et il va définir tout simplement une liste de, de corrections et actions correctives. Comme ça, on peut réagir facilement. Donc, une fois qu'on va recevoir une réclamation, on va consulter tout simplement, pardon, donc on va consulter le registre. La personne euh, responsabilisée à faire ça, il va consulter donc le registre. Il va voir pour cette réclamation quelle est la correction adéquate que nous devons faire, quelle est l'action corrective à mettre en place. Ici, c'est une nouvelle réclamation qu'on n'a jamais eue, donc on va l'enregistrer par exemple dans une fiche de réclamation qui va être par la suite réajouté, réinséré dans le registre. Donc, vous comprenez, comme ça, vous aurez une base de données à consulter à chaque fois qu'il y a une réclamation. Donc, ça entre dans le cadre aussi de l'amélioration continue. Donc, vous avez ici proposé une action, fixer une échéance réaliste pour l'exécution de l'action, par exemple pour rembourser le client, vous l'informez que ça va être fait dans un mois ou bien dans 10 jours. Donc, il faut fixer des échéances logiques, agir concrètement en apportant la réponse promise, informer le client du suivi et puis conclure tout simplement la réclamation. Comme j'ai dit, je vais vous envoyer ce fichier. Il y a d'autres exemples de procédures, mais pas la peine donc de faire la lecture. Je vais les communiquer dans notre groupe, mais ça reste quelque chose qui est spécifique à chaque entreprise. Donc, l'essentiel, c'est pour vous de créer une procédure de traitement de réclamation. Que ce soit, vous avez déjà ce type de procédure écrite, vous n'avez qu'à représenter ça sous forme de procédure documentée. Sinon, c'est le moment pour donc avoir ou bien instaurer cette procédure pratiquement au niveau de votre organisme. Alors, traiter les réclamations, prévoir des actions pour traiter les réclamations reçues. Pour comprendre, s'il vous plaît, encore plus le principe orientation client, on doit passer par la compréhension des niveaux de qualité. Alors, quand je parle de la qualité, vous avez le domaine du client, ça veut dire la qualité du point de vue client, et vous avez la qualité du point de vue entreprise. Donc, on a deux visions différentes. Ce qui est un produit qualitatif du point de vue client, c'est pas forcément un produit qualitatif du point de vue entreprise. Donc, on peut avoir des conflits. Ça veut dire une non-compréhension du besoin client ou bien une non-compréhension de ce qu'attend le client. Notre objectif, c'est de superposer les deux. Ça veut dire la vision du client vis-à-vis du produit ou bien du service, il va être la même que la vision de l'entreprise. Comme ça, on va arriver tout simplement à satisfaire le client. On ne peut pas satisfaire un client si on ne comprend pas ses attentes. Alors, normalement, l'entreprise, dans la démarche d'orientation client, il reçoit tout simplement les exigences clients et il va répondre à ces exigences. Donc, c'est une démarche donc, dans les deux sens. Il y a une communication dans les deux sens, comme j'ai précisé tout à l'heure. Alors, l'entreprise, il va programmer la qualité. Ça veut dire quoi programmer la qualité? Ça veut dire, si je fais par exemple un produit, je planifie cette production. J'ai les spécifications techniques de mon produit, j'ai les gammes de contrôle qualité du produit, j'ai les cartes de contrôle, j'ai donc les différents prototypes produits et ainsi de suite. Donc, tout ce qui va me permettre à répondre aux besoins clients. Donc, ça, c'est du point de vue entreprise. C'est la qualité programmée. Donc, c'est la qualité que l'entreprise planifie d'offrir, que ce soit un service ou bien un produit. Tout simplement, l'entreprise, il fait quoi? Il programme la qualité. Ça veut dire ça, c'est la planification de la qualité. On n'a pas encore conçu le produit, on n'a pas encore réalisé le service. Donc ça, c'est l'étape préparation. Puis, l'entreprise, il réalise le produit.
Ça veut dire ce qu'on a sur le prototype ou bien sur la fiche descriptive du service, on le réalise. Alors déjà, entre ces deux niveaux, à l'intérieur de l'entreprise, on peut avoir des écarts. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ici, on peut avoir des écarts ou bien des pertes. Des pertes, ça veut dire que peut-être ce que nous avons programmé, ce n'est pas vraiment ce que nous avons réalisé. D'où vient l'importance du contrôle qualité dont on a parlé plusieurs fois. Alors, pourquoi on fait le contrôle? C'est tout simplement pour s'assurer que ce que on a réalisé est fidèle à ce que nous avons programmé et ce que nous avons planifié de faire. Alors ça, c'est de 1. Donc voilà le contrôle qualité pour que le niveau de qualité programmé, c'est le même qui a été réalisé. Je vous donne un exemple. Parfois, on a, même au niveau personnel et individuel, on a une vision sur quelque chose. Je vais réaliser, par exemple, je vais par exemple aller en voyage, je vais passer des vacances. Alors, je planifie mes vacances, mais parfois, les vacances que je vais passer, ils ne sont pas toujours comme j'ai planifié. J'ai eu des problèmes, j'ai eu des risques, je n'ai pas donc atteint le niveau de satisfaction que je cherche. Alors, on peut toujours avoir des écarts. Et grâce au contrôle qualité, on va minimiser ces écarts entre le niveau de qualité programmé et le niveau de qualité réalisé. Maintenant, du point de vue client, une fois vous avez réalisé le produit, il est sorti vers le marché ou bien vous avez effectué votre service, le client, il a un certain point de vue. Il a un jugement sur le niveau de qualité réalisé. Ça veut dire que j'ai donc une vision de plus en plus subjective sur le niveau de qualité que vous m'avez offert comme étant un prestataire de service ou bien comme étant un fournisseur ou bien voilà une entreprise qui me fait vendre un produit. Alors le niveau de qualité perçu. Nous, qu'est-ce qu'on cherche au niveau de l'entreprise grâce à l'orientation client? C'est de superposer la qualité perçue avec la qualité réalisée. Ça veut dire que, ou bien plutôt, c'est de ne pas avoir des écarts entre ce que nous avons programmé, surtout comme qualité, et ce que le client prévoit ou bien aperçu après l'utilisation du produit, bien du service. Le client, normalement, il attend un certain niveau de qualité. C'est la qualité attendue. Ça veut dire, après consommation de vos produits et voire même avant consommation de votre produit, le client, il attend un certain niveau de qualité. Alors, la qualité attendue, c'est les attentes et les exigences clients dont je vous ai parlé, qu'il faut recueillir et qu'il faut analyser. Donc, avant de programmer la qualité, avant de planifier, il faut écouter le client pour que la programmation soit fidèle à ce qu'attend le client et pour que le produit réalisé soit fidèle à ce qu'attend le client. Donc, le niveau de qualité perçu, il sera le même niveau qu'on attend au début. Il faut que le client ne soit pas déçu. Donc, les écarts entre le niveau perçu et le niveau attendu, ils doivent être minimisés. Ça veut dire, grâce à quoi? Grâce aux enquêtes de satisfaction, on peut mesurer la qualité perçue. Ça veut dire je vous ai donc donné un certain service ou bien un certain produit. J'attends l'utilisation et je fais une enquête sur un échantillon ou bien sur des particuliers comme vous voulez. Donc, je fais l'enquête pour mesurer le niveau de qualité perçu et le comparer avec le niveau de qualité attendu. Comme ça, je vais savoir est-ce que je vous ai satisfait ou pas. Donc, satisfaction ou pas. Alors, pour recueillir euh, les attentes clients, la qualité attendue, on peut passer par ce qu'on appelle des diagrammes des attentes qui nous aident tout simplement à comprendre le besoin client. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que en partant de la qualité attendue jusqu'à la qualité perçue, il faut
euh, optimiser les écarts. Je vous donne le cas par exemple, donc c'est un petit peu hors de sujet, mais juste pour vous illustrer les choses. On a ici donc euh, un seau d'eau, tout simplement, un seau rempli d'eau. Ce seau, je vais, ou bien ce récipient, je vais les transporter sur les quatre niveaux. Alors, je vais d'abord passer vers la qualité programmée. Donc, j'ai ici une quantité d'eau à transporter. Cette quantité d'eau, encore une fois, je vais la transporter ici, donc vers le niveau de qualité réalisé, vers le niveau de qualité perçu. Donc, c'est la quantité d'eau que je vais transporter. Et j'ai besoin de garder la même quantité. Ça veut dire ici, à ce niveau-là, à ce niveau, la même quantité d'eau de départ, il doit être la même quantité d'eau qui va arriver. Alors, imaginez que vous avez un récipient qui est perforé ou bien il y a des trous. Donc, ça veut dire en passant de ce niveau à ce niveau, on a déjà perdu une quantité d'eau parce que le récipient est perforé, il y a des trous. Encore, en passant de ce niveau à ce niveau, on a perdu une autre quantité parce que le récipient il est perforé. Et en passant jusqu'à, donc, dernièrement, la quantité d'eau qui va être, ou bien plutôt le récipient, il va être complètement vide parce que nous avons perdu beaucoup d'eau dans le cycle. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que la démarche qualité, ou bien plutôt l'orientation client, il repose sur la minimisation de ces écarts. C'est-à-dire les trous que vous avez dans votre système de management de la qualité, ils peuvent tout simplement créer la perte de la valeur sur les quatre niveaux de qualité. Donc, le niveau de qualité qu'attend le client, ce n'est pas du tout celui qui va être perçu par le client parce que, par exemple, pour mesurer l'écoute client, je peux parler de l'écoute client à ce niveau. Entre la qualité attendue et la qualité programmée, on a l'écoute client. Ici, on n'a pas bien compris les besoins clients, on n'a pas bien compris les attentes, donc on a programmé n'importe quoi. On n'a pas fait un contrôle pour s'assurer que ce qu'on a programmé, c'est ce qui a été réalisé, et ainsi de suite. Donc, on a des pertes de valeur. Et c'est ce qu'on cherche à minimiser grâce à la démarche qualité. Alors, on peut par exemple utiliser le diagramme des attentes clients qui va vous aider tout simplement à recueillir les besoins clients. D'abord, il faut faire des interviews avec les clients. Donc, une interview avec le client, ça dépend de la nature du client. Est-ce que c'est une autre entreprise? Ça veut dire on va faire une réunion. Sinon, si ce sont des consommateurs finaux, on ne peut pas bien sûr faire des interviews, mais on peut tout simplement faire des sondages d'avis à distance ou bien par Internet. Je ne fais pas ça parce que c'est pas mon objectif. Ça, voilà. Par exemple, vous pouvez avoir des questionnaires, vous poser des questions sur la qualité du produit, la qualité du service et la qualité commerciale, tout simplement. Pourquoi je ne veux pas entrer dans ces détails? Parce que tout simplement, ça c'est pour une catégorie bien particulière. Donc, je passe ça. Donc, nous avons dit que vous pouvez utiliser tout simplement, j'ai pas donné donc le diagramme de satisfaction client parce que euh, il y a les outils, donc, ils sont différents. Vous pouvez utiliser le diagramme satisfaction, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode, mais j'insiste sur le fait que vous allez créer tout simplement un service, donc un processus marketing ou bien un processus commercial
et vous allez recruter un responsable commercial ou bien un responsable surtout communication client. Et c'est lui qui va choisir ses outils. C'est-à-dire que le responsable qualité n'est pas obligé de faire lui-même les enquêtes ni de recueillir directement les besoins. Vous allez exploiter les résultats. Mais il y a d'autres postes à créer pour ça. Donc, l'essentiel pour nous, pour le moment, c'est que vous devez assurer, ou bien vous devez vous assurer qu'il y a un service pour faire ça. Donc, pas la peine d'entrer dans les détails, comment faire l'enquête de satisfaction, quels sont les détails de l'enquête de satisfaction et ainsi de suite, parce que ce sont des détails que un responsable de communication doit faire. Pour nous, l'essentiel, c'est de créer, comme j'ai dit, les procédures dont je vous ai parlé, de surveiller donc, ou bien de créer des processus bien spécifiques pour ce travail-là et de recueillir les indicateurs à analyser par la suite, comme les indicateurs satisfaction client, les indicateurs de taux de réclamation et ainsi de suite, et de les exploiter. Mais la réalisation de l'enquête, c'est pas vous qui va le réaliser. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, que ce soit vous allez euh, donc faire appel à un prestataire de service pour vous faire ça, ou bien c'est la décision de l'entreprise. Vous allez recruter une personne pour faire ça, comme vous voulez. Donc, c'est pas notre sujet. Voilà. Donc, les risques d'insatisfaction, ils viennent des écarts, comme j'ai dit, entre le point de vue client et le point de vue entreprise vis-à-vis de la qualité. Quand est-ce que, bien sûr, le client va faire une réclamation lorsqu'il est insatisfait? Tout simplement, il faut. Voilà, donc ça, c'est le traitement des réclamations. Par contre, il est important. Pour traiter les différentes réclamations, vous devez créer un service de traitement de réclamation client. Comment ce service va fonctionner? D'abord, il faut définir comment vous allez faire pour recueillir les réclamations. Ça veut dire, est-ce qu'on va, par exemple, euh, avoir un standard ou bien une assistante, par exemple, qui va répondre aux réclamations par téléphone et qui va enregistrer ces réclamations sur un logiciel ou bien sur un fichier. Ou bien, est-ce qu'on va, par exemple, sur le site web de l'entreprise, avoir un portail spécifique pour recevoir des emails de réclamation client. Ou bien, donc vous devez définir votre méthode dans la procédure de réclamation client. Vous devez définir votre propre méthode de récupération des réclamations clients. Comment vous allez les recueillir? Comment les traiter aussi? Donc, vous avez là, après réception, il faut savoir comment traiter cette réclamation. Par exemple, l'assistante, il a reçu une réclamation par téléphone. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va enregistrer cette réclamation dans une fiche de réclamation. Il va par la suite, par exemple, euh, la communiquer ou bien la diffuser vers le responsable qualité ou bien autre responsable selon les fiches de poste différentes, et comment le responsable va réagir par la suite. Et puis, il faut faire le bilan des réclamations. Donc, d'abord, recueillir les réclamations. Qui peut être potentiellement récepteur d'une réclamation, qui est le service qui va prendre ça en charge. Par exemple, vous pouvez euh, tout simplement intégrer ça dans le processus commercial. Euh, Dans le processus commercial, on peut avoir une assistante commerciale qui répond au téléphone, qui traite les emails et les réclamations. Comment sera-t-elle enregistrée? Comment on va enregistrer cette réclamation? Sur un logiciel, sur une fiche technique, sur un registre. Donc, il faut définir comment enregistrer la réclamation, à qui sera-t-elle transmise. Selon le type de la réclamation, euh, on va la transmettre à qui? Par exemple, si on a un client qui se plaint que le produit arrive dans un mauvais état de conditionnement. Donc, par exemple, durant le transport et la livraison, il a subi voilà des intempéries ou bien des problèmes de poids. Donc, il a été stocké non correctement, transporté non correctement. Donc, on a tout simplement des dégâts sur
le produit. Alors, dans ce cas, on va par exemple transmettre la réclamation au service logistique ou bien donc le processus logistique. Donc, chaque réclamation, normalement, il va être transmise à un service bien défini. C'est très important dans votre procédure de traitement des réclamations d'indiquer la destination de chaque réclamation. Comme ça, on va optimiser le temps. Il ne faut pas perdre le temps. Donc, on va optimiser le temps pour répondre à la réclamation d'une façon, ou bien plutôt dans un temps qui est le plus proche possible, le plus court possible. Quelles informations clés sont à recueillir? Il faut savoir si vous avez par exemple une fiche de, de- d'enregistrement de réclamation, la personne qui va enregistrer la réclamation, il doit comprendre quelles sont les informations qu'il doit demander. Par exemple, le nom du client, le type du produit, son numéro, par exemple, de traçabilité, les coordonnées de ce client, le type de la non-conformité, peut-être une photo aussi du produit non conforme. Donc, il faut savoir quelles sont les informations dont l'entreprise aura besoin pour réagir face à cette non-conformité. Traiter les réclamations, confirmer la prise en compte de la réclamation. Par exemple, si je reçois une réclamation par mail, quel est le type de confirmation qu'on va donner au client? Est-ce qu'on va accuser réception du mail, on va l'appeler, on va le visiter? Ça dépend de votre décision, mais il faut indiquer ça au niveau de votre procédure. Valider la réclamation et traiter au sens pratique la réclamation. S'assurer que le client est à nouveau satisfait. C'est très important. Après chaque réponse à la réclamation, il faut voir est-ce que la solution offerte satisfait de nouveau le client. Donc le type de remboursement, est-ce que le client est content? Est-ce qu'il est au moins satisfait par le traitement de la réclamation? Pourquoi? Pour savoir l'efficacité de nos actions. Et puis, déclencher une action corrective. Ça veut dire, dans le futur, comment éviter ce type de problème. Ça, c'est comment agir au moment opportun face à une réclamation client. Mais les réclamations, c'est aussi une source d'informations à exploiter à long terme. Ça veut dire comment faire le bilan des réclamations. Alors là, c'est votre travail. Le bilan des réclamations, c'est votre travail. Par exemple, combien de réclamations ont été émises dans la période choisie. Donc, le responsable de qualité, par exemple, chaque mois ou bien chaque trimestre ou bien chaque année, il calcule un indicateur qui est le nombre de réclamations émises dans une période donnée. Donc, ça vous reflète la qualité de votre produit parce que tant que le client fait des réclamations, ça me dit que le client il n'est pas satisfait. Alors, le nombre de réclamations, c'est un indicateur important de votre service qualité. Combien en pourcentage cela représente par rapport aux produits et prestations délivrés? Parce que je peux recevoir par exemple 5 réclamations, mais ce n'est pas la même chose pour toutes les entreprises. 5 réclamations et je n'ai fait que 6 livraisons, par exemple, ça c'est catastrophique. C'est un grand pourcentage, 5 sur 6. Mais si c'est 5 réclamations par rapport à une centaine de produits livrés, alors, ou bien de commandes passées, alors dans ce cas, le pourcentage, il est beaucoup plus minime. Donc, il faut calculer le pourcentage des réclamations par rapport au nombre de produits, ou bien au nombre de commandes passées, ou bien de prestations délivrées. Si la tendance est à l'augmentation ou bien la diminution, vous devez aussi faire attention. Est-ce qu'avec le temps, le nombre de réclamations tend à augmenter ou bien à diminuer? C'est pour vous refléter, est-ce que notre assurance qualité évolue avec le temps ou bien se dégrade avec le temps? On va voir ces indicateurs lorsqu'on va arriver au tableau de bord. Quels sont les types des causes et les causes des réclamations? Il faut aussi savoir, par exemple, euh, une fois par année, vous pouvez catégoriser les différentes réclamations
et voir quelles sont les grandes causes de réclamation. Par exemple, la plupart des réclamations reçues, ils sont à cause d'un non-respect de délai de livraison. Donc, ce n'est pas vraiment le produit qui représente un problème ou bien le service, mais c'est les délais de livraison qui ne sont pas respectés. Donc, je sais maintenant sur quel point je vais agir dans ma démarche qualité. Je vais renforcer le service, voilà, livraison ou bien euh, empêcher donc les retards de livraison. Quels sont les différents délais de traitement? Un indicateur aussi très important dans le cas de l'orientation client et surtout du traitement de réclamation, c'est le côté, donc voilà, euh, le temps de traitement. Je vous donne un exemple. J'ai acheté par exemple un produit, le produit arrive cassé, je fais une réclamation, j'attends une dizaine de mois avant que je sois remboursée. Bien sûr que je suis remboursée, mais c'est un délai de réponse qui est très lent. Donc, c'est pas la même chose que lorsque, par exemple, je suis remboursée dans 2 jours ou bien dans un mois. Donc, le temps de réponse et de traitement de la réclamation, il est très important. C'est un indicateur aussi à surveiller. Alors, c'est juste ce que je viens de vous mentionner. Vous pouvez utiliser notamment cette checklist pour voir votre situation actuelle par rapport au traitement des réclamations, notamment, est-ce que chaque réclamation est enregistrée? Est-ce que vous avez dans l'entreprise donc un moyen pour enregistrer les différentes réclamations? Donc, est-ce que vous posez la question pour faire le diagnostic? Est-ce que chaque réclamation est enregistrée? Si les réclamations ne sont pas enregistrées, donc c'est votre travail de créer des fiches d'enregistrement, de créer peut-être un service ou bien de faire appel à un prestataire. Les entreprises aussi, ils peuvent faire appel pour les grandes entreprises. Par exemple, on utilise les centres d'appel afin tout simplement d'enregistrer les différentes réclamations. Euh, Nous remercions le client de nous avoir fait part de ces réclamations. Ça veut dire tout simplement on valide et on confirme les réclamations, on fait une réponse immédiate. Le client reçoit une confirmation de prise de compte en compte dans les 48 heures, donc ça dépend de peut-être dans 24 heures, dans 48 heures, comme vous voulez. Nous ne cherchons pas à prouver au client qu'il a tort. Le client mécontent n'a pas à nous relancer pour savoir où on est sur sa réclamation, parce que si le client relance, ça veut dire qu'il attend plus que prévu, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez avoir des checklists qui peuvent vous aider tout simplement à mesurer sur quel point votre client est satisfait par la réclamation que vous avez proposée. Que des détails. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer sous forme d'un diagramme. Vous pouvez le consulter par la suite dans le support de cours. Sinon, c'est ça l'essentiel pour l'écoute client. Pour un responsable qualité, c'est ça que vous devez surveiller. Donc, je vous fais un petit résumé. L'écoute client commence par la compréhension des clients. Ça veut dire le responsable